Et je me tourne vers Hélène Frade qui nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et à la une de cette presse française ce matin, on y faisait allusion dans le journal, mais il y a ces révélations donc, de Libération qui affirment que l'accès à la promenade des Anglais où est arrivé le camion conduit par le terroriste le soir du 14 juillet, cet accès n'était pas sécurisé par la police nationale. D'après le journal qui dit s'appuyer sur une source policière et sur des photos prises quelques instants avant l'attaque, un seul véhicule de police, celui des agents municipaux, se trouvait au milieu de la chaussée, là où la promenade devenait piétonne. Au moment où arrive Boulel, aucun agent de la police nationale n'est présent pour barrer la chaussée, écrit le journal, alimentant ainsi un peu plus la polémique sur le dispositif de sécurité le soir du drame entre la municipalité de Nice, son ancien maire Christian Estrosi et le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, qui avait assuré samedi que des véhicules de police rendaient impossible le franchissement de la promenade, est accusé de mensonge, d'avoir passé sous silence les failles de ce dispositif. Une erreur, selon Libé, qui explique que le problème n'est pas ce dispositif, qu'il est bien aisé de critiquer une fois le drame arrivé, mais les arrangements avec la réalité, l'absence de transparence et donc de responsabilité des services de l'État. Ne rien cacher des erreurs commises pour ne plus les commettre à nouveau est un devoir, poursuit le journal, qui estime que mettre un couvercle sur ce qui s'est passé n'est guère rassurant, car cela génère fantasmes, rumeurs et théories du complot. Des accusations auxquelles Bernard Cazeneuve a immédiatement réagi cette nuit, en mettant en cause la déontologie des journalistes qui ont signé cette enquête, dénonçant des procédés qui empruntent justement au ressort du complotisme, je cite. Voilà, le journal Les Échos, quant à eux, révèle qu'après chaque attaque terroriste, eh bien, de nouvelles communes équipent leur police en armes à feu. D'après le journal, les mairies se résolvent peu à peu effectivement à armer leurs policiers. Dans les jours qui ont suivi l'attentat de Nice, la ville de Belfort, dans l'Est, aurait d'ailleurs immédiatement équipé ses effectifs, emboîtant ainsi le pas à Saint-Quentin, Romilly-sur-Seine, Poissy en Île-de-France ou encore le Puy-en-Velay en Haute-Loire. Dans les semaines à venir, Versailles et Dunkerque devraient également remettre à leurs agents une arme de poing. Au total, sur plus de 21 000 policiers municipaux, la moitié serait déjà équipée. Quant au gouvernement, outre la prolongation de l'état d'urgence pour 6 mois, il appelle maintenant les Français à s'investir dans les différentes réserves de la police, de la gendarmerie et de l'armée pour constituer une garde nationale portée à 15 000 personnes d'ici à la fin du mois de juillet, contre 12 000 actuellement selon le Figaro, qui rapporte que 2 000 volontaires ont déjà répondu à l'appel lancé après l'attentat de Nice. L'organisation des gardes nationales, rappelle le Parisien, a été définie en 1791 dans un discours prononcé par Robespierre, en pleine Révolution française, donc, pour assurer la tranquillité publique. Ouais, vous me le rappelez tout à l'heure, ces gardes nationales, ils ont été dissoutes un siècle plus tard. La lutte contre le terrorisme en France, mais aussi c'est l'engagement de la France dans la coalition internationale en Irak et en Syrie. Cette coalition conduite par les États-Unis mène actuellement une grande offensive pour chasser le groupe de Minbej, un carrefour stratégique qui se trouve au nord-est d'Alep, où plusieurs dizaines de villageois sont morts dans des bombardements aériens dans la nuit du 18 au 19 juillet, selon Le Monde, qui précise que l'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque le chiffre de 56 morts civiles, dont 11 enfants, tandis que d'autres sources évoquent d'un bilan plus lourd encore. Le Monde parle de la plus grosse bavure jamais commise par la coalition internationale contre le groupe État islamique. La France est aussi engagée, on le sait, beaucoup plus discrètement en Libye, où trois agents appartenant très probablement à la DGSO ont trouvé la mort dans le crash de leur hélicoptère dans la région de Benghazi, d'après le Parisien, qui rapporte que le groupe État islamique tente d'étendre son emprise sur le pays, où il a certes subi des revers ces dernières semaines, mais où ses cellules sont encore bien implantées à Tripoli, à Benghazi justement, et à Darna, tandis que plusieurs milliers de combattants continueraient également de se déplacer le long de la côte, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Europe. Et on termine cette revue de presse, Hélène, en Turquie, où on disait dans le journal, le président Erdogan vient d'annoncer l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois, et ce, bien sûr, après le putsch manqué contre lui. Affirmant que ce coup d'État n'est peut-être pas fini, accusant d'autres pays d'être possiblement impliqués dans son organisation, le président turc a lancé des purges d'une ampleur inouïe, rappelle le Figaro, qui dénonce ce matin la dérive autoritaire de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, le nettoyeur, qui avait déjà averti il y a 3 ans, au moment des manifestations de Gezi, qu'il lâcherait les chiens, je cite. Le régime risque désormais de se durcir encore avec toujours plus de verrouillage politique et une islamisation accrue de la société, prédit le Figaro.
tandis que la Croix évoque une reprise en main qui éloigne la Turquie de l'Europe. Une brèche qui s'élargit entre Ankara et Bruxelles, dans laquelle d'autres ne manqueront pas de s'engouffrer, à commencer par la Russie. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se verront à Moscou début août, annonce le journal. Qui se ressemble pourrait finir par s'assembler. Merci Hélène Frade. Il est 7h27 ici à Paris. Dans un instant, la météo, nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue. Restez avec nous.